Bien. Bon, on va démarrer ce troisième cours sur l'interface chimie des matériaux, biologie et médecine. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler du stress oxydant associé aux particules d'oxyde métallique. Bon, et on appelle ça également le stress oxydatif. Donc tout d'abord, je voudrais commencer par un petit transparent qui vous rappelle un peu je dirais toute la philosophie du cours de cette année, en tous les cas des 4 premiers cours de cette année, c'est d'un petit peu d'essayer de voir les plus et les moins, les pour et les contre dans l'utilisation de systèmes nanoparticulaires ou de nanoparticules. Donc les pour, vous les avez à gauche, donc des ruptures technologiques et des solutions variées, et qui, de mon point de vue, ces ruptures technologiques seront inévitables dans des domaines qui touchent en fait l'être humain, aussi bien l'énergie, la médecine que l'environnement, les techniques de l'information. Donc dans tous ces domaines d'ailleurs, les systèmes nano, à base de nanomatériaux et nanoparticulaires sont déjà ces systèmes-là sont déjà bien entrés dans ces domaines. Alors le contre, forcément, c'est il y a des aspects toxiques que l'on ne peut pas éviter. Et je dirais que ma devise, ça serait mieux comprendre pour mieux maîtriser. Hein. Donc juste pour vous rappeler quelques exemples, je me focalise sur tout ce qui est oxyde métallique, ou bien je dirais composé où il y a de l'oxygène et du métal. Et donc vous voyez quelques applications qui existent déjà en cosmétique, le TiO2 par exemple, la silice sous forme de préservation, d'agents de préservation dans le bois, beaucoup de renforts de polymères, en particulier il y a pas mal de pneus, dont l'un des renforts c'est de la silice colloïdale. Certains oxydes, par exemple l'oxyde de zinc dont je vous parlerai tout à l'heure, sont des matériaux qui sont déjà utilisés dans des cellules solaires ou dans des écrans UV. Le TiO2 avec ses propriétés photoactivables qui créent des électrons et des trous qui peuvent permettre justement de détruire la matière organique, ce sont des systèmes qui sont déjà utilisés comme revêtement, je dirais, antibactérien ou antisalissure. D'autres oxydes que vous connaissez sans doute moins, pour certains tout du moins, les oxydes de cérium sont déjà commercialisés comme des revêtements anti-UV, également, non seulement ils protègent de l'UV, mais également ils donnent des meilleures propriétés mécaniques et en fait peuvent conférer une certaine hydrophobie au revêtement. Ce que vous voyez à gauche, c'est un système qui a été traité, et à droite, un système, je dirais, qui a vieilli le même temps, dans les mêmes conditions, et donc qui n'a pas été recouvert par ce type de matériaux. Et des exemples qui sont encore plus connus, je dirais, ce sont tous les exemples qui concernent les catalyseurs à base d'oxyde de cérium et de nanoparticules d'oxyde de cérium, mais en particulier les catalyseurs pour la dépollution, qui sont utilisés par exemple comme catalyseurs dans les filtres à gasoil. Alors vous voyez ce que sur cette courbe, c'est l'oxydation des suies en fonction de la température. Alors donc sans catalyseur, d'abord il faut aller beaucoup plus haut, d'une part, alors que lorsqu'il y a le catalyseur, eh bien, on catalyse, vous voyez, c'est l'intérêt justement d'un catalyseur, c'est qu'on descend la température, mais également au niveau de la qualité et du rendement, on obtient des résultats assez remarquables. Hein, ça c'est pour un véhicule HDI au bout de 80 000 km. À droite, l'ensemble des pots de suie, c'est ce que vous avez produit avec un véhicule sans catalyseur et sans filtre, je dirais, optimum. Et à gauche, c'est ce que vous récupérez, 100 grammes donc dans un cas et 3 kg dans l'autre. Donc ça peut présenter dans certains cas un certain nombre d'intérêts appliqués. D'autres exemples dans lesquels il y a des composés à base de métaux et d'oxygène. Alors il y a les oxydes et les phosphates qui sont déjà utilisés dans les batteries par exemple, les batteries, les accumulateurs, toutes les applications portables. Donc là vous avez une série d'applications à gauche qui sont, vous voyez, vendus par certaines marques. Et puis au niveau des composés, donc des phosphates, où il y a de l'oxygène et des métaux et du phosphore, vous avez également un certain nombre de batteries qui sont commercialisées, et même des prototypes en fait de voitures dans lesquelles la partie accumulateur d'énergie, enfin une partie de la batterie, je dirais,
est basé justement sur les nanomatériaux. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans l'un des cours des années précédentes, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Alors si on regarde maintenant au niveau des mécanismes de toxicité sur les nanoparticules, là j'en ai juste brossé quelques-uns. Donc vous avez typiquement des sources de toxicité qui sont associées à l'activité d'oxydoréduction des nanoparticules. C'est ce que je vais appeler tout au cours de l'exposé redox, pour faire court, et donc qui vont justement, ces activités peuvent générer dans certains cas des ROS, donc qui sont des, je vais revenir là-dessus, qui sont des espèces radicalaires réactives. Bon, vous avez les problèmes associés à la dissolution des métaux, et en général, la dissolution des métaux, bon, ça va entraîner en particulier la formation d'espèces cationiques. Alors là, il y a un double problème qui peut arriver. D'une part, le fait que vous mettez des quantités de cations importantes, vous allez pouvoir finalement solliciter tous les problèmes de lise en fait, des membranes à cause des effets pompe à protons, puisque vous allez avoir énormément d'échanges d'ions. Second problème, c'est que souvent, le potentiel finalement d'acceptance ou de la façon de donner ou de recevoir des électrons d'un cation n'est pas du tout le même que celui qu'il a en solution. Et donc, à la limite, une particule non toxique à l'état solide avec justement ces potentiels d'oxydoréduction, à partir du moment où vous allez le mettre sous forme de cation, je pense au cuivre par exemple, vous pouvez avoir des effets secondaires. Un autre exemple, bon, ça je vous en ai parlé la dernière fois, à nouveau, c'est tout ce qui est toxicité associée à une concentration importante d'espèces cationiques, qui ne sont pas forcément des cations, mais qui peuvent être des billes de polystyrène, ou bien des particules qu'on a voulu tellement bien protéger qu'on les a trop chargées. Donc ça, également des exemples qui concernent tout ce qui est fibrose. Alors en général, ce sont des systèmes peu solubles et avec des anisotropies marquées. En bas à gauche, vous avez en fait d'autres types d'inflammation également associées à la formation d'oxydes anisotropes. Vous avez des problèmes de toxicité associés à justement l'éclairage de certains matériaux par la lumière. Donc cet éclairage qui est très utile pour dégrader par exemple des salissures. Évidemment, ça peut également être utilisé pour dégrader des cellules ou dégrader des composantes biologiques qu'on ne souhaiterait pas dégrader. Également, vous avez des phénomènes de toxicité qui se manifestent au niveau finalement de l'évolution, de l'éclosion d'embryons ou autres, en particulier avec des métaux à nouveau. Souvent, les coupables sont des métaux divalents du type cuivre, argent, qui justement peuvent changer de valence et présenter un certain nombre de problèmes. Et puis, vous avez les aspects toxicité associés à tout ce qui est lyse, hémolyse de membrane. Et en général, il y a certaines silices ont ces propriétés néfastes, et je reviendrai dessus la semaine prochaine, vous montrer que sous le nom de silice se cache toute une forêt de possibilités. Donc, si vous regardez maintenant un peu plus en détail quels sont les mécanismes en fait, de la toxicité des systèmes nanoparticulaires, je vais très vite sur ce transparent, et bien vous voyez apparaître à peu près à tous les niveaux le mot ROS, Reactive Oxygen Species, mais également ça peut être NOS, Nitrogen Oxidant Species. En fait, ce sont des espèces radicalaires qui finalement lorsqu'elles sont en excès, peuvent dégrader finalement la matière biologique. Alors évidemment, dans le monde vivant, dans les cellules, ces espèces existent déjà puisqu'elles sont déjà générées comme sous-produits de certaines réactions, de la respiration cellulaire, c'est-à-dire toutes les réactions de phosphorylation oxydative par exemple, ce sont des sous-produits. Donc il y en a, sauf qu'il y en a des petites quantités. Et ces petites quantités, finalement, la nature sait les gérer. Par contre, lorsqu'on a des matériaux ou des systèmes ou des systèmes ou des matériaux qui peuvent créer en fait des surplus d'espèces radicalaires, c'est là que commencent à naître les problèmes.
Alors là, c'est un transparent qui résume un petit peu les réponses au stress oxydant. Comment on peut les partitionner? Donc il y a une certaine hiérarchie, vous voyez, dans les réponses au stress oxydant. Donc bon, j'ai un milieu biologique, tissu, cellules. Et donc ces milieux biologiques peuvent produire déjà des espèces du type ROS par voie biotique, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, mais également avec la présence d'éléments exogènes, pourquoi pas aujourd'hui des nanoparticules d'oxyde, eh bien on peut également produire finalement ces espèces réactives de l'oxygène. Alors le premier seuil de réponse, vous avez 3 seuils en tout, avec une augmentation, une escalade finalement dans le niveau de réponse. Lorsque vous êtes au premier seuil de réponse, typiquement, la réponse aux antioxydants, et ça c'est ce que fait le système naturel, je dirais non perturbé, vous avez des facteurs de transcription nucléaire, en fait, qui sont des complexes protéiques qui ont le bon goût d'aller se fixer de façon sélective sur l'ADN et qui, de ce fait, arrivent à contrôler les cinétiques du passage de l'information de l'ADN vers l'ARN. Et donc ça permet, en particulier lorsque vous augmentez finalement le taux de ROS dans l'organisme ou dans une cellule, ce qui se passe, c'est que ça permet de déclencher finalement une réponse de niveau 1 où vous mettez au travail, je dirais, les enzymes de phase 2 qui sont essentiellement des antioxydants. Et ça, je dirais que ça, c'est le niveau de réponse normal d'un organisme. Hein, bon, en regardant les choses le plus simplement possible. Alors, dès que la quantité de ROS augmente, à ce moment-là, vous avez un deuxième niveau qui se met en route en utilisant, vous voyez, à nouveau des protéines. Hein. Donc, à nouveau, ceci est un facteur de transcription nucléaire. MAP, c'est une kinase. Et donc, en fait, ces systèmes-là génèrent une cascade de signalisation qui, en fait, entraîne une inflammation. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'appel aux pompiers, je dirais, pour avoir une image relativement simple. Et à ce moment-là, vous commencez à générer toute une famille de cytokines, des chimiokines, des interleukines ou bien des facteurs de nécrose tumorale qui eux-mêmes, finalement, viennent en supplément donner de l'information aux cellules avoisinantes. Elles appellent un petit peu au secours, bon, c'est des cellules spécialisées, et mettre en route finalement d'autres systèmes pour modifier les états d'oxydoréduction de votre milieu biologique. Et puis il y a le troisième niveau, celui qu'il ne faut pas atteindre en fait, surtout pas. À ce moment-là, vous avez produit une telle quantité d'espèces d'oxygène réactives. À ce moment-là, vous commencez à attaquer finalement, via en fait des modifications du flux de calcium par exemple, vous commencez à vraiment toucher les espaces associés aux mitochondries. Et donc ça, ce qu'il faut voir, c'est que la mitochondrie dans une cellule, c'est le moteur de l'usine. Hein. Globalement, si je veux résumer de façon très simple, le patron, c'est l'ADN. Le patron au sens du patron et au sens du patron du tailleur également, puisque c'est lui. Hein, et je dirais que les productifs, les ouvriers, c'est tout ce qui est protéines. Et le moteur c'est la partie mitochondrie, c'est là que se produit finalement l'ATP. Donc, à ce moment-là, via cette toxicité, vous pouvez entamer finalement la bonne productivité d'ATP, vous pouvez augmenter la perméabilité membranaire de la mitochondrie, également se mettre en route d'autres processus de défense. Par exemple, vous activez des complexes biologiques qui s'appellent des caspases, qui sont en permanence présentes mais qui ne sont pas activées, donc elles sont sages, elles sont tranquilles. Quand elles sont activées, eh ben, elles déclenchent finalement de la mort cellulaire. Hein, donc vous voyez, il ne faut pas éviter, je dirais, d'arriver à ces étapes-là. Donc, production de ces espèces réactives, donc des voies, je dirais, naturelles que la cellule et que l'organisme arrive à contrôler, mais dans certaines conditions, lorsqu'il peut y avoir, par exemple, du stress environnemental qui peut être très varié, l'exemple des nanoparticules ou de la pollution, ça peut être un exemple, mais également simplement des troubles métaboliques. Il y a une augmentation très forte en fait, de
de ces espèces réactives, et donc ça entraîne des dommages via des réactions d'oxydoréduction pour l'essentiel sur, je dirais, tout le matériel biologique. Alors les maladies associées au stress oxydant, vous en connaissez un certain nombre. Vous voyez que ça touche quand même à des choses qui sont pour le moins préoccupantes. Alors là, un premier exemple en fait qui concerne des modes d'invasion spécifiques par les nanoparticules, essentiellement par inhalation ou par ingestion, et ça touche finalement des métiers comme celui des mineurs, les soudeurs, vous voyez, très clairement, qui donc, vous avez toutes ces fumées de métaux, mais qui s'oxydent tout de suite dans le gaz, et également tout ce qui concerne en fait le bâtiment, les tailleurs de pierre. D'ailleurs, donc j'ai caché un petit peu parce que ce jeune homme qui est en train de couper avec cette superbe meuleuse une pierre, en fait, il a des écouteurs, donc il protège très clairement ses oreilles, mais il n'a aucun masque. Donc, je pense que le plus important là, dans ce cas-là, de mon point de vue, ça serait le masque. Donc, en fait, il y a des possibilités d'inhalation, je dirais, de systèmes de microparticules, bien entendu, mais également de nanoparticules. Alors, vous voyez, typiquement, dans un nuage de microparticules, au niveau des nanoparticules, vous avez 11% en masse et 80% en nombre, ce qui n'est pas négligeable. Quand je parle de nanoparticules, je parle de particules submicroniques, en dessous du micron. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une étude qui a été réalisée par des équipes parisiennes et également en collaboration avec le laboratoire, où ils ont étudié en fait le rôle des nanoparticules d'oxyde métallique sur les modifications histopathologiques dans les poumons des soudeurs. Alors, ce que vous voyez sur ce transparent, à gauche, c'est un poumon de témoin, je dirais. Et donc, vous avez en fait une cartographie des éléments, le fer en bleu, le soufre en vert, le manganèse également en rouge. Donc, vous voyez ça, c'est, je dirais, un poumon témoin où il y a des métaux, mais globalement, c'est acceptable. Ça, c'est typiquement le poumon d'un soudeur, qu'il soit fumeur ou non d'ailleurs. Et donc, vous voyez, vous avez une quantité de fer qui est assez marquée, de soufre, mais également vous avez une quantité de manganèse, vous avez des points de manganèse. Alors ce qu'ont fait ces équipes de chercheurs, ils se sont basés d'abord sur une analyse donc, de rayons X, de microscopie et surtout de microfluorescence rayons X, pour remonter non seulement aux métaux, mais également à la nature de certains oxydes qui avaient l'air d'être majoritairement présents pour concevoir des systèmes de nanoparticules modèles. Alors, les coupes, je dirais, in vivo, ces coupes histologiques en fait, de poumons, elles ont été quand même, je dirais, analysées au départ de l'étude. Et en particulier, ce qui a été observé, c'est que les poumons des soudeurs par rapport aux poumons des témoins surexprimaient très clairement donc, des cytokines, qui sont des glycopétrines, c'est ce que j'ai classé dans le niveau 2. Donc vous avez clairement une pro-inflammation marquée avec ce genre de molécules qui sont surexprimées. Alors donc l'étude, elle a consisté à utiliser des nanoparticules modèles et de regarder un petit peu les réponses in vitro en fait de ces nanoparticules modèles. Alors là vous voyez, j'ai choisi 2 ou 3 exemples, mais il y a un grand nombre d'exemples dans les. Vous voyez les réponses en concentration finalement à la présence de différents types de nanoparticules par rapport à la formation d'interleukines, de chimiokines ou bien du facteur de nécrose morale. Alors ce que vous voyez, c'est que globalement, tous ces systèmes produisent un nombre de cytokines assez conséquent, donc typiquement on est en phase 2. Et si on regarde un peu plus en détail sur l'ensemble des données de l'article, on s'aperçoit que les éléments les plus, je dirais pas les plus toxiques, mais ceux qui ont un effet pro-inflammatoire le plus marqué sont les manganates de fer, le chrome, l'oxyde de fer dans cette étude-là, et par contre, pratiquement pas du tout un autre oxyde de fer, donc la magnétite. Alors, à cette étude, je voudrais vous montrer une seconde étude qui me semble être finalement, c'est une étude qui a été faite, mais c'est un peu le futur de comment, de mon point de vue, il faudrait aborder ce genre de thématique. Et je reviens sur la même
chose, ce que je vous ai dit, les autres, c'est aussi une question de moyens. Hein, ce n'est pas une question de neurones, c'est une question de moyens. Pour arriver, ça ce sont des études qui ont été faites aux États-Unis. Je pense qu'on aurait pu, c'est des études qui ont démarré assez tard, hein, 2008-2009, hein, ce n'est pas le siècle dernier. Donc ce qu'ils ont fait dans ces études, c'est que vous voyez, ils ont été faire un certain nombre de synthèses d'oxydes assez variés. Hein. Donc là, j'en ai juste simplement montré quelques-uns, avec des tailles variables entre 100 et 10 nanomètres, avec également des rayons hydrodynamiques qui sont entre 120 et 300 nanomètres, selon le milieu, parce que forcément, c'est ce que j'ai bien expliqué la dernière fois, vous avez toujours, en fait, cette couronne de protéines qui a tendance à se former de façon immédiate lorsque vous mettez des objets colloïdaux dans le milieu. Et donc, vous voyez, vous augmentez, enfin, vous avez de l'agrégation, mais en plus, vous avez la couronne de protéines. Donc, en fait, faire en fait, des particules modèles, un peu de la même façon, avec différents modes de synthèse. Et là, ils ont essayé d'étudier justement les 3 niveaux de réponse cellulaire. Hein, donc, je vous rappelle, donc, globalement, vous avez le niveau de stress oxydant à gauche. Hein, ça reprend de façon simplifiée le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous avez, je dirais, un niveau normal, puis un niveau où vous avez une première étape de défense, que je classerais également dans la normalité des choses si c'est réversible. Et puis, comment vous commencez à être au niveau 2 ou au niveau 3, à ce moment-là, vous avez vraiment une inflammation marquée. Et au niveau 3, vous arrivez dans le domaine de systèmes qui sont vraiment cytotoxiques. Alors, donc, ce sont des mécanismes qui sont assez complexes hein, au niveau de la biologie, qui demandent finalement l'expertise de biologistes et couplés justement à des gens de la science des matériaux. Alors, ce qu'ont fait ces équipes, c'est qu'ils ont fait un ensemble de tests in vitro sur des cellules différentes, parce que je vous ai dit dans les 2 premiers cours, c'est que les réponses, finalement, étaient forcément dépendaient du type de cellules qu'on utilisait, donc un large choix de cellules. D'une part, des tests indépendants relativement classiques, et surtout, ce qui me paraît moins intéressant et qu'il faut vraiment développer dans cette thématique, c'est un grand nombre de tests automatisés via du criblage haut débit avec des détections de type fluorescence. Alors pourquoi ces démarches? Moi je pense qu'elles sont importantes et intéressantes si on veut vraiment faire ce qu'on appelle un breakthrough dans le domaine. Bon, d'une part, on peut avoir des tests, je dirais, classiques, indépendants, qui ont un peu, on fixe finalement, je dirais, le cadre, on voit où on va. Mais avec des tests automatisés là, par criblage haut débit en épifluorescence, ça vous permet finalement de beaucoup mieux appréhender statistiquement les interfaces nanoparticules biologiques, qui est complexe. Hein, et à mon avis, si on veut un jour, je dis bien un jour, arriver à une analyse toxicologique prédictive, on sera obligé de passer par ce genre de démarche et peut-être forcément de les améliorer. Alors, in vitro, simplement pour vous donner un petit peu la mesure des choses, eh bien, avec ce genre de démarche, 10 000 mesures par jour. Okay, bon, pour ceux qui travaillent dans le domaine, alors ça permet forcément de tester de nombreux matériaux, de faire des études paramétriques, de faire des travaux multicellules, parce que ça c'est important, de classer, de prédire les nanoparticules qui sont potentiellement les plus dangereuses. Ça permet également, dans un premier temps, de faire une préétude pour mieux ajuster finalement les doses. Je vous ai dit dans les cours que la dose, c'est très très important, bien entendu. Et on couple ça à de l'in vivo, où on peut minimiser le nombre d'animaux utilisés, et ça c'est important. Typiquement, une étude, une expérience, c'est 100, il faut utiliser 100 animaux, une centaine. Donc ça veut dire au moins des semaines et mois, au niveau du temps, plus le nombre d'animaux. Donc à nouveau, on peut faire des études paramétriques, par exemple sur des embryons ou sur des poissons zèbres, et à nouveau classer, prédire les nanoparticules qui seront les plus dangereuses. Et récemment, finalement, ces tests in vivo ont été également automatisés via du criblage haut débit. Donc vous voyez, on va avoir des moyens d'explorer, je dirais de façon large et rapide, en fait, à la fois de l'in vitro et de l'in vivo. Donc là, ce que vous voyez, c'est simplement en fait, des effets sur les poissons zèbres. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure.
Donc l'ensemble des oxydes a été étudié selon ce type de démarche. Enfin, là, on va parler d'une vingtaine ou de 25 oxydes. Hein. Donc ce que vous voyez, c'est que ça, c'est le premier test, hein, c'est le test MTS, qui en fait est un test qui évalue la viabilité des cellules, si vous préférez, en regardant la réponse en fait, de certains enzymes qui sont localisés au niveau des mitochondries. Et donc vous voyez, vous avez carrément deux cas de figure. À gauche, bon, ça c'est la viabilité cellulaire en fonction de la dose. Tous ces oxydes-là, hein, chrome, cobalt, nickel, cuivre, manganèse, cobalt, zinc, vous avez bon, des différences, mais ils présentent tous finalement une toxicité à ce test. Par contre, tout cela, les oxydes de fer, l'oxyde de titane, l'étain, un certain nombre d'oxydes, l'oxyde de cérium également, ben sur ce test-là, il n'y a pas de réponse particulière. Deuxième test, eh ben, c'est le test où on évalue finalement la production énergétique, le test ATP. Et à nouveau, ce que vous voyez sur ces tests, je dirais indépendants, hein, on n'est pas encore dans le criblage au débit, c'est qu'il y a nettement finalement une famille de composés qui répond positivement à l'aspect toxicité. Donc vous avez un niveau d'ATP qui, en fonction de la dose, descend, décroît. La cinétique est dépendante finalement du système, mais tous ces oxydes-là, en fait, présentent un petit peu le même type de comportement. Par contre, à nouveau, cette large famille, vous voyez, reste dans des pourcentages d'ATP, des niveaux d'ATP qui semblent acceptables. Troisième test indépendant, c'est le test sur la lactase déshydrogénase. Hein. Donc la lactase déshydrogénase, c'est une enzyme qui se trouve dans toutes les cellules. Par contre, lorsque vous la dosez dans le sang, si la quantité de lactase déshydrogénase dans le sang augmente, en fait, ça traduit directement une souffrance cellulaire. Il faut faire d'autres types de tests pour voir d'où ça vient, mais globalement, ce test est assez pertinent sur la souffrance cellulaire. Et à nouveau, ce que vous voyez, c'est qu'on se retrouve avec la même famille d'éléments, d'un côté et de l'autre. Ceux-là sont plutôt toxiques et ceux-là apparaissent comme beaucoup moins toxiques. Alors, si vous regardez maintenant les cinétiques de réponse aux différents tests, par exemple le test MTT et le MTS et le test de l'ATP, eh bien, vous voyez que la réponse en plus en fonction du temps est très très marquée du côté d'un certain nombre de nanoparticules d'oxyde, et ce sont encore à nouveau les mêmes, hein, et c'est très différent de la réponse hein, pour une dose donnée ou en fonction de la dose réponse pour cet ensemble de particules. Hein. Donc maintenant, si on passe au test de criblage haut débit, alors ceux qui ont été choisis, en fait, j'essaye de les commenter très rapidement. Donc ce sont des tests in vitro. Là, cette étude, elle a été faite sur deux types de cellules, hein, qui sont toutes les deux associées finalement au poumon, dans ces cas-là. Mais dans un cas, c'est un macrophage, et dans l'autre cas, c'est une cellule endothéliale. Alors, donc, il y a 5 tests qui sont mis en parallèle. Un test à l'iodure de propylium, hein, donc ça, c'est typiquement un agent intercalant des acides nucléiques, mais en fait, il est non perméant aux membranes, ce qui veut dire que lorsque vous le détectez qu'il passe les membranes, ça veut dire que la membrane a été fragilisée, et donc, si la cellule a perdu son intégrité membranaire, c'est qu'elle est mal en point. Le test FluoCat, c'est un test qui permet de sonder la quantité de fluor en fait, dans la cellule. Hein, typiquement, les concentrations de fluor normales sont autour de 100 nanomoles. Et quand vous atteignez en fait, de l'ordre de la micromole, en fait, ça commence à être un sérieux problème. Et puis ensuite, vous avez deux colorants, deux fluorophores, le Mitosox et le DCF, qui en fait sont là pour évaluer finalement la quantité de radicaux formés, soit, je dirais, globalement dans l'espace cellulaire, soit des systèmes qui sont... globalement dans l'espace cellulaire, pardon, soit des systèmes qui sont plus spécifiques finalement à la formation des espèces réactives au niveau donc, des mitochondries. Et puis vous avez finalement le 5e test, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, c'est un test avec un colorant JC1 qui en fait mesure la dépolarisation de la membrane. Ça c'est basé simplement sur le fait que c'est un colorant qui passe très très bien
le potentiel membranaire des mitochondries et qui a tendance à s'accumuler justement dans les mitochondries. Lorsqu'ils s'accumulent, ils forment des agrégats et ces agrégats donnent une couleur particulière. À partir du moment où la membrane et que le potentiel de membrane chute, à ce moment-là, les systèmes se redispersent et on change la couleur. Donc c'est un système qui est assez pertinent pour mesurer finalement les chutes ou les évolutions, je dirais, du potentiel membranaire. Alors, voilà ce que ça donne. Ça, c'est typiquement les résultats des tests par criblage au débit. Donc là, vous avez l'ensemble des matériaux testés. Vous pouvez tester en fait les différentes sondes, l'iodure de propidium, le fluorocate, les deux sondes à radicaux et la sonde JC1 à potentiel membranaire, mais également les parties bleues représentent représentent en fait des systèmes qui présentent pas de toxicité, et les parties rouges, ceux qui présentent une toxicité marquée. Alors au cours de ces tests, vous voyez, vous pouvez, par criblage au débit, non seulement faire varier N possibilités au niveau des systèmes nanoparticulaires, mais vous avez également la variable temps, ici, vous faites varier dans ce sens-là de 1 à 24 heures, et dans ce sens-là, vous faites varier la dose de 200 microlitres par millilitre à 0,4, et je vous ai dit que dans de nombreuses applications, par exemple en nanomédecine, eh bien, on tournait autour de doses qui étaient de l'ordre de la centaine, ou voire de quelques centaines de microlitres ou de microgrammes, si vous préférez, par millilitre. Donc ce que vous voyez sur ce transparent, c'est que clairement, à nouveau, ces oxydes, cet ensemble d'oxydes, se détache par rapport à la majorité des autres oxydes, là, très clairement, avec des réponses, je dirais, d'intégrité membranaire qui est cassée, de flux de potentiel de membrane également au niveau de la mitochondrie qui est assez abîmé, également des réactions qui prouvent la formation de radicaux au niveau des mitochondries dans ce cas-là, et puis le fluorocate. Donc vous avez vraiment toute une famille de matériaux qui se cartographient avec un certain type de propriétés, et les autres, vous voyez, même si vous voyez quelques points rouges pour certaines doses un peu plus fortes sur le graphique de droite, globalement la réponse est plutôt, je dirais, dans le bleu clair. Alors, vous voyez donc, à nouveau, on retrouve les rouges et les bleus. Donc les rouges, sans doute des problèmes, clairement des problèmes, et les bleus, in vitro, moins de problèmes, tout du moins. Alors, toutes ces analyses faites en criblage au débit sont en fait couplées à des vérifications statistiques où on vérifie en fait la cohérence de l'ensemble des données via des modèles type corrélation de personnes. Donc en fait, ce sont des outils qu'on peut rendre de plus en plus robustes. Et ça, c'est assez important dans un domaine où il y a une telle variabilité. Hein, le domaine biologique, on sait qu'une de ses caractéristiques, c'est justement la variabilité. Alors, si je classe un petit peu à la fin de ces tests in vitro, à la fois sur des tests séparés et puis des tests par criblage au débit, sur la base de ces tests, je peux avoir deux familles. Hein. Une famille où je mettrais des systèmes plutôt toxiques, c'est ceux que j'ai mis en haut, donc du cobalt, du chrome, du nickel, du manganèse, du cuivre. Et puis en dessous, des systèmes qui seraient plutôt non toxiques pour rester prudent. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau des tests in vivo? Alors ce sont des tests qui ont été faits sur des animaux, hein, donc sur des souris. Donc on aura fait une inhalation oropharyngée. Ça ne doit pas être très facile à faire sur les souris, je pense. Et au bout de 40 heures, eh bien, on fait un lavage des bronches et on fait l'analyse finalement des entités et des biomolécules que l'on trouve à l'intérieur. Alors ce que l'on trouve, vous voyez, typiquement avec des neutrophiles, des monocytes, des interleukines, hein, dont donc soit des cellules qui sont appelées à la rescousse après le coup de sonnette qui marque le début de la pro-inflammation, soit avec finalement des molécules qui participent à la signalisation comme l'interleukine. Alors ce que vous voyez sur ce transparent, à nouveau, c'est que la réponse est très marquée pour la famille
la famille qui était déjà dans le rouge, je dirais, sur tous les systèmes, hein, j'en ai choisi 3, mais il y en a d'autres. Vous voyez, sur tous les systèmes, vous avez vraiment une réponse importante en picogrammes par millilitre. Et puis la réponse est beaucoup plus atténuée, je dirais, pour la famille que j'avais classée, je dirais, dans la catégorie, je dirais, des moins toxiques ou des non toxiques, selon ce que l'on veut. Alors donc maintenant, on peut faire un petit peu plus de statistiques et reporter ces données dans un diagramme, vous voyez, à 3 dimensions, où on a ici on a la probabilité de toxicité prédite in vitro. Ici, on a les résultats in vivo statistiques de toxicité. Et la couleur, la troisième dimension, c'est une dimension couleur, c'est l'intensité de la réponse, du toxique au rouge au non toxique au jaune, vous voyez, en fonction finalement des différents tests, par exemple, sur des interleukines. Mais globalement, ce type de diagramme, bon, je ne vous en montre qu'un, mais se retrouve pour l'ensemble en fait, des tests qui ont été faits. Et à nouveau, ce que vous voyez, c'est en fait clairement un ensemble de nanoparticules qui sont plutôt du côté gauche, avec, je dirais, une probabilité inférieure à 0,5. Ça ne veut pas dire que la probabilité est 0 pour toutes. Hein, avec pour un certain nombre, finalement, sur ce test-là, des couleurs qui tendent à être jaunes, sauf l'oxyde d'indium, vous voyez. Et puis des particules qui sont vraiment de l'autre côté, avec des couleurs nettement au rouge. Hein. Donc, à nouveau, on peut arriver à séparer, finalement, les oxydes. Ces oxydes-là, tout du moins, ceux qui ont été étudiés en 2 grandes familles, ceux qui seraient peut-être dangereux à gauche et ceux qui sont sûrement dangereux à droite. Donc, si je résume, on arrive à avoir ces 2 familles-là, à les classer. Alors, comment essayer d'interpréter et de prédire finalement les résultats? Alors, les réactions d'oxydoréduction des oxydes dans le milieu biologique, elles vont se faire en utilisant finalement les transferts d'électrons de certaines espèces vers d'autres. Alors, ce que j'ai reporté à gauche ici, c'est le potentiel d'oxydoréduction de la plupart des couples redox du milieu biologique. Vous avez NADP+, NADPH qui sont classiques, vous avez les formes oxygénées et réduites du glutathion, vous avez également tout ce qui est les cytochromes à base de fer, hein, fer de fer 3. Et donc la référence ici sur ce diagramme, c'est un électron dans le vide, E égale 0, donc ça va plaire aux physiciens. Et finalement, la correction d'échelle, c'est moins 4,5 électronvolts. À moins 4,5 électronvolts, vous vous retrouvez avec le couple bien connu H plus H2, pH 0. D'accord? Donc vous voyez que vous avez tout ce petit monde se trouve entre moins 4,12 et moins 4,84 électronvolts. Alors les oxydes métalliques, ce sont pour la plupart, ce sont des semi-conducteurs, des isolants ou des mauvais métaux. Certains sont des bons métaux, mais ce n'est pas ceux-là qu'on ira utiliser, je pense, dans les applications, en tous les cas en nanomédecine, hein, ou d'autres. Alors, finalement, ce qu'il faut voir, c'est que, en général, vous avez des bandes de conduction et des bandes de valence, ou bien, bon, donc, en molécules, ça s'exprimerait comme des HOMO, donc des Highest Occupied Molecular Orbital, donc la bande qui est pleine d'électrons. Et donc vous pouvez éventuellement avoir des transferts dans ce sens-là si vous vous trouvez avec une bande de conduction au bon potentiel. En général, ces bandes sont pleines et sont essentiellement, je dis bien essentiellement, des contributions qui viennent de l'hétéroatome, donc de l'oxygène. Donc l'oxygène, c'est quand même quelque chose qui est assez électronégatif, et donc vous n'allez pas la trouver là en général. Un système électronégatif, il va descendre par là, dans ces eaux-là. Alors, maintenant, si vous regardez l'autre orbital, c'est-à-dire la bande de conduction, c'est la bande de conduction, ça correspond à l'orbitale, je dirais, pour les molécularistes, la plus haute vide. Et donc ces transferts-là, ils vont pouvoir avoir lieu à condition que vous vous trouviez, je dirais, dans un domaine de potentiel qui soit raisonnablement acceptable, c'est-à-dire entre 4,12 et 4,84 électronvolts. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien, par exemple, si vous choisissez, et dans l'étude là que je cite,
ils ont choisi un certain nombre de couples classiques, je dirais, du type NADP+, NADPH, et par exemple le couple cytochrome C, fer2, fer3. Et que vous le mettez en présence, en fait, de certaines espèces. Vous avez la possibilité de passer d'une forme réduite, en noir, vous voyez, c'est un bonnet d'âne, à une forme oxydée en rouge, ça fait une petite patate dissymétrique, et donc ça correspond finalement au transfert d'électrons, où vous passez d'un fer2 à un fer3, avec une forme réduite à gauche, une forme oxydée à droite. Et comme vous changez finalement le nombre d'électrons sur le site, et qu'il y a également une petite distorsion locale sur je dirais les ligands environnants, eh bien ça se voit facilement via, par exemple, l'absorption, puisque en fait, ça c'est de la théorie du champ de ligand, je dirais, classique. Par contre, maintenant, si vous testez en fait ces systèmes à base de cytochrome, c'est un exemple, avec certaines nanoparticules, eh bien vous allez voir, dans certains cas, vous allez avoir, bon ça c'est le cas du nickel, ce que vous voyez c'est qu'en fonction de la concentration en nanoparticules, eh bien vous passez très clairement à la forme oxydée. D'accord ? Par contre, d'autres types de nanoparticules, comme l'oxyde de fer Fe2O3, eh bien vous restez sur la forme réduite. Donc finalement, celui-là autorise les transferts électroniques et pas celui-là, à droite. Hein. Donc si on regarde au niveau donc, du cytochrome, quels sont les systèmes nanoparticulaires qui réduisent finalement un des couples, hein, mais évidemment il faut faire une étude sur l'ensemble des couples, hein, eh bien vous voyez que cet ensemble-là qui était classé, je dirais, dans les systèmes toxiques, eh ben, répond très bien au niveau redox par rapport au couple, tout du moins au couple choisi dans l'exemple, le cytochrome C. Par contre, le ZNO ne répond pas, le chrome ne répond pas, le TiO2 dans cet exemple ne répond pas. Alors évidemment, bon, il faut faire une étude sur l'ensemble des couples ou sur les couples les plus importants. Et lorsque on regarde un peu l'étude dans son intégralité sur des tests d'oxydation plus globaux, eh bien, on se retrouve avec une réponse positive ou négative, selon comment vous voulez l'interpréter, hein, en retrouvant à nouveau la même famille d'oxydes, qui, vous allez le voir, ont une qualité très très intéressante. C'est que finalement ici, ce que j'ai reporté, ou ce qu'ont reporté ces auteurs pour être plus exact, c'est les différentes familles d'oxydes, vous voyez. Et là, ce que vous voyez, c'est l'énergie des bandes de conduction. Là, ce domaine violacé au centre, c'est le domaine d'activité redox des espèces biologiques, 412, 484. Et donc, clairement, eh bien, thermodynamiquement, tous les systèmes dont la bande de conduction arrive dans cette zone-là sont susceptibles finalement de faire des échanges avec des espèces du milieu biologique. Les bandes de valence, vous voyez, bon, je ne les ai pas toutes reportées, mais en gros, elles font ça. Hein, c'est-à-dire que les bandes de valence avec des oxydes, pour la plupart de ces oxydes-là, puisque ce sont essentiellement des contributions de l'oxygène, eh bien, ce sont des bandes de valence assez profondes qui se situent en gros en dessous à 1,5 eV, à 4 eV plus bas que la limite, en fait, cette limite rouge à moins 5 eV. Hein. Donc ça va être essentiellement via la bande de conduction que vont se faire les échanges et les contributions. Alors à nouveau, on a dans ce diagramme les nanoparticules d'oxyde métallique qui présentent une certaine toxicité, mais on a également un TiO2 qui est en limite, qui est juste au niveau thermo, qui est juste à la limite. Donc finalement, ça c'est un système qui, dans ce cadre-là, ne présente pas de toxicité dans le cadre de cette étude, mais évidemment, si on le photoactive, on va avoir des problèmes. Et puis, vous avez deux autres composés, l'oxyde de cuivre et l'oxyde de zinc, qui, lui, se trouvent un d'un côté et un de l'autre. Donc, a priori, au niveau redox, ce n'est pas la cause principale, finalement, de la toxicité. Alors, la cause principale, en fait, c'est que ces oxydes sont fortement solubles. Très facilement, la solubilité de ces oxydes nanométriques atteint de l'ordre de 15 à 30 ou 40% en poids, soit dans l'eau, soit dans un liquide, soit dans un milieu de culture biologique. Et donc, ce qui se passe, c'est que finalement, vous avez dissolution des nanoparticules.
Ça, je vous l'ai déjà montré dans le premier cours. Vous avez également formation de ces cations qui donc intègrent l'espace membranaire, voilà. Donc traversent très facilement les membranes, peuvent rentrer facilement par exemple dans des vésicules type lysosome. Et là, vous avez des effets pompe à protons marqués, donc inflammation, dégradation des membranes, etc., etc. Donc ça, c'est un des premiers effets de cet effet de dissolution. Il y a un deuxième effet, c'est lorsque, par exemple, dans le cas du cuivre, c'est que vous allez avoir le cuivre 2 et le cuivre 1 en équilibre. Et le cuivre 1, lui, au niveau du potentiel redox, il est bien placé pour créer des dégâts. Et donc, pour créer, en fait, ce genre de transfert électronique. Donc ça, à nouveau, je pense qu'il faut faire attention. Alors, juste vérification, est-ce que c'est vraiment un problème de solubilité? Alors, là, c'est à nouveau, vous voyez les tests au début, bon, j'ai pris que 4 éléments. Et là, ce que vous pouvez, c'est modifier finalement la solubilité du zinc. Si c'est la cause principale, eh bien, on peut le rendre moins soluble, en créant finalement des particules de zédéno dopées avec du fer. Globalement, la solubilité diminue lorsque vous dopez l'oxyde de zinc avec du fer. Alors, vous avez ici la réponse sur 2 types de cellules, les mêmes. Le rouge, c'est toxique, le vert, c'est pas toxique. Eh bien, vous voyez, dès que vous augmentez les teneurs de fer, bon, la réponse dépend de la nature des cellules. La concentration réponse, ça dépend de la nature des cellules, mais globalement, lorsque vous allez vers des teneurs en fer au-delà de 6%, eh bien, vous avez une réponse qui est non toxique sur la base de ces tests-là, et ce qui prouve bien que c'est associé à des problèmes de solubilité. Alors ça, c'est des tests in vivo qui ont été faits à nouveau sur des souris que l'on a, je dirais, inhalées, et puis on a ensuite fait un lavage broncho-alvéolaire. Et à nouveau, vous voyez, ça, c'est le nombre de granulocytes, donc un peu certaines cellules qui ont été appelées à la rescousse au moment où on a déclenché le processus pro-inflammatoire. Et donc, du côté de zédéno, c'est très marqué, 2% de fer, 10% de fer. Donc il y a vraiment une relation entre la solubilité et la toxicité pour ces matériaux-là. Ça, ce sont des tests complémentaires qui ont été faits in vitro sur des poissons zèbres. Donc là, vous avez, dans le cas lorsqu'on inocule finalement des solutions colloïdales de zédéno, même à petite concentration, vous avez l'éclosion qui est totalement inhibée. Alors que lorsque vous utilisez la même nanoparticule dopée 10% fer, eh bien vous avez une éclosion normale du poisson zèbre. Donc clairement, c'est bien associé à des aspects de solubilité. Je continue en fait sur les études in vivo parce que c'est quand même important. Là, ce sont des études qui ont été faites sur des souris, à nouveau en leur envoyant une inhalation oropharyngée de nanoparticules. 24 heures, on attend, puis on fait un lavage broncho-alvéolaire. Et donc là, ce que vous voyez sur cette figure, c'est l'image en fluorescence de l'hémoxygénase, pardon, je vais trop vite, de l'hémoxygénase, qui est finalement exprimée par le gène de la luciférase. Donc c'est un colorant qui émet. Et donc vous voyez, ça c'est le blanc, c'est-à-dire une souris saine qui n'a pas été traitée. Ça c'est une souris soumise aux mêmes conditions, mais avec un composé qu'on sait être violemment toxique. Et ça, ce sont les souris soumises à l'oxyde de zinc pur, donc celui qui se dissout très bien. Et ça, c'est le zédéno avec 10% de fer, celui qui se dissout moins bien. Donc clairement, vous voyez une évolution très claire, finalement, de la réponse inflammatoire. Également, bon, ensuite, il y a des aspects un peu moins intéressants qui sont en fait du découpage de souris pour aller chercher vraiment l'organe directement. Donc ça, ce que vous voyez là, ce sont des poumons. Le contrôle, avec du CDCl2, avec de l'oxyde de zinc, c'est très marqué, et un phénomène vraiment beaucoup plus atténué avec les particules d'oxyde de zinc dopées avec du fer. Alors si je résume un peu cette démarche, et cette démarche, à mon avis, elle est très intéressante parce que là, je vous ai pris 25 particules, quelques tests, mais il est évident que lorsqu'on a les appareils et les systèmes, on peut tester 1 millier de particules, 120 cellules, et on peut vraiment faire de la statistique encore plus robuste. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est un modèle en fait, de régression arborescente. Dans le milieu de culture, il y a un paramètre déjà qui est important, vous voyez, c'est la solubilité. Donc, vous avez l'axe de solubilité, en gros vers 13-15%. Au-delà,
vous retrouvez avec le ZNO-LCU qui, a priori, n'avait pas le bon potentiel d'oxydoréduction pour réagir. Mais il y a l'aspect solubilité. Ensuite, lorsque vous regardez finalement en fonction maintenant comment se situent les potentiels par rapport aux potentiels qui encadrent le domaine dans lequel les espèces biologiques sont actives, eh bien vous allez vous retrouver avec deux familles. Celles dont la bande de conduction est au-dessus, donc pas de réactivité, avec un test coloré qui montre le niveau de toxicité, tout le monde est dans le jaune. Les fameuses particules qui se retrouvaient être toxiques, et à nouveau, lorsqu'on est en dessous, eh bien, on retrouve des systèmes qui ne présentent pas de toxicité. Donc, je dirais que cette démarche-là, au moins, elle permet de faire un premier screening, de classer les choses. Et ça peut permettre de gagner des années de thèse. Et ça peut être important. Hein. Alors bon, je vais avoir presque, je arrive sur la fin de mon exposé, mais il me reste encore 5-6 minutes. Donc, voilà, en résumé, faut-il avoir peur du petit méchant nano-oxyde métallique ? Oui, mais je pense qu'il faut se méfier. Je ne suis pas pour le principe de précaution, je suis pour étudier les choses, mieux les comprendre. Hein, et ça, c'est important. Et lorsqu'on met les moyens, avec ce genre de tests, eh ben, on aurait évité des années et des années de tests qui ont été faites en Europe, pour parler largement, hein, avec beaucoup moins de moyens, on aurait évité finalement certaines études qui, de mon point de vue, n'ont servi à rien. Hein, voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que finalement, en nanomédecine, je vais rester sur les oxydes uniquement. Ben, il y a certains oxydes qui sont prometteurs. Je ne dis pas qu'ils vont être utilisés demain, mais qui sont prometteurs. Mais il faut justement renforcer notre compréhension de ces systèmes grâce aux démarches que je viens de vous montrer pour les amener finalement dans un domaine d'utilisation sûr, quoi. Hein. Alors, nanocérine, je vous parlerai de nanocérine, d'imagerie optique, d'imagerie magnétique et d'hyperthermie. Alors, la nanocérine, c'est un système que je trouve assez intéressant parce que c'est un système qui est, à l'échelle nano, c'est un antioxydant qui peut présenter finalement des états de surface assez variés et en fait des états d'oxydoréduction cérium 3, cérium 4 assez variables en fonction de la synthèse et en fonction de l'état de surface. Et en particulier, si vous regardez ses propriétés en tant qu'antioxydant, eh bien c'est un matériau qui se trouve à pouvoir mimer finalement des enzymes comme la superoxydase dismutase, la catalase, ou bien dans le domaine de certains oxydants type glutathion ou l'acide urique. Donc ça, c'est un système qui est intéressant, mais qu'il faut arriver à moduler au niveau de la réactivité en jouant sur la synthèse, donc là je m'adresse aux gens des matériaux, sur les états de surface, de comment gérer les lacunes, le couple cérium 3, cérium 4 et sur le pH. Par exemple, vous voyez, en fonction du pH, eh bien, le même objet nanoparticulaire, des nanoparticules de sérine qui tournent autour de 3-5 nanomètres, eh bien, elles vont avoir en pH acide, puisque vous êtes sur des cellules cancéreuses, vous avez des pH qui vont diminuer, vous avez un effet anti-angiogénèse, c'est-à-dire que vous allez éviter finalement la croissance des vaisseaux, la croissance vasculaire. Ce qui peut être intéressant au niveau cancéreux, parce qu'en général, ça prolifère très facilement. Eh bien, si vous vous mettez dans des conditions de pH physiologiques, vous allez également, dans certains cas, favoriser la pro-angiogénèse, et si vous vous mettez dans des pH neutres, à certaines concentrations, eh bien, vous créez de l'anti-angiogénèse à nouveau. Donc, en fait, moduler les qualités, les propriétés physiques du matériau via sa taille, via sa surface, via le contrôle en fait des lacunes d'oxygène et du couple cérium 3, cérium 4, ça permet de se placer, vous voyez, déjà dans un diagramme où on obtient des effets qui vont dans un sens ou qui vont dans un autre. Alors, les exemples que j'ai trouvés dans la littérature, donc je vais dire, favorisent l'angiogénèse, défavorisent l'angiogénèse de cellules cancéreuses, utilisés dans la réparation tissulaire, cellulaire et tissulaire, dans la protection neuronale et dans certaines maladies dégénératives des yeux. Ce sont des systèmes qui sont en cours de test. Alors, juste un exemple, ça c'est de la sérine, la nanocérine qui est utilisée pour soigner la dégénérescence maculaire. Donc typiquement, j'ai pris une photo sur Internet. Vous voyez qu'à gauche, vous avez une cellule qui est néovascularisée, vous avez plein de vaisseaux, et donc ça c'est ce qu'on appelle un état anormal, l'état normal étant plutôt à droite. Alors ça, ce sont des essais qui ont été faits sur souris, en bas, justement en présence de sérine. Alors,
normalement une souris, je dirais, atteinte de cette pathologie, exprime très fortement le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire rétinien, VEGF en vert. Alors ce que vous avez à gauche, c'est la coloration du noyau rétinien, et vous avez un peu de VEGF qui est coloré en vert. Là, le bleu, c'est le noyau rétinien. Donc ça, c'est une souris qui est saine. Donc ça, c'est une souris malade traitée avec une solution saline pendant 7 jours, et ce n'est pas le sel qui lui a fait mal aux yeux. Donc ce que vous voyez, c'est typiquement une grande quantité de ce composé biologique, et la même souris maintenant traitée pendant 7 jours avec des toutes petites doses de sérine nanométrique. Deuxième exemple, la protection des dommages de la vision créés par la lumière. Donc ça, ce sont des manips d'électrorétinographie. À nouveau, ce qu'on fait dans ce cas-là, vous voyez ici, vous étudiez finalement la réponse de l'œil en fonction d'un voltage appliqué. Ça, c'est, je dirais, le contrôle, le blanc, ce qui fonctionne bien. Donc ça, c'est des rats après exposition à la lumière qui souffrent justement de cette pathologie, sans injection saline, calme plat, d'accord ? Et là, vous commencez à faire des injections justement de petits sols, en très petite quantité. Vous voyez, ce sont des picogrammes d'oxyde de cérium. Les temps de réponse, vous voyez, les temps de réponse de la méthodologie, c'est de l'ordre de 500 millisecondes sur la courbe. Là. Et donc, vous voyez apparaître finalement une réponse qui commence à se normaliser. Donc, à nouveau, c'est un domaine dans lequel je pense qu'il y a des choses à regarder. Je ne dis pas des choses à développer comme ça, je dirais, bestialement, mais des choses à regarder. Un autre domaine, c'est celui de l'imagerie optique. Alors, il y a des très bons chromophores et luminophores minéraux à base donc soit de phosphate, soit d'oxyde, dans lequel finalement la réponse optique est intense et elle est associée à la présence de terres rares. Et dans le diagramme que je vous ai présenté, il y a certains types de terres rares qui peuvent être classés comme non toxiques. Et donc, ce sont sans doute des matériaux qui pourraient être intéressants, au moins dans le cadre de ce genre d'études. Alors, évidemment, il y a d'autres systèmes à base d'oxyde. Ça, ce sont des systèmes qui ont été développés au laboratoire. Et là, on va essayer de créer des systèmes relativement intelligents. Ce sont, vous voyez, je ne rentre pas dans le détail des compositions, ce sont des systèmes, des silicates de magnésium et de différents éléments dans lesquels vous avez je dirais des éléments de transition qui vont émettre, et on va s'arranger globalement en créant des pièges. Ça, c'est de la chimie du solide. En créant des pièges, on va s'arranger pour que la luminescence finalement soit thermalisée, c'est-à-dire que lorsque vous excitez votre système, eh bien, via la thermalisation, cette luminescence perdure, c'est ce qu'on appelle la luminescence persistante, pendant des temps, je dirais, de l'ordre de l'heure, voire au-delà. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'on peut pré-irradier le système avant de l'injecter, et on peut faire la lecture ensuite. C'est-à-dire qu'on évite, dans un certain sens, le problème au moins l'un des deux passages à travers la barrière tissulaire. Alors, si on sait jouer un peu sur la composition chimique, eh bien, on peut s'arranger pour que la réponse en luminescente, elle se trouve, vous voyez, dans des domaines qui se rapprochent de l'infrarouge et qui se rapprochent de la fenêtre de transparence des tissus. Donc ça peut se faire. Alors bon, après, on peut faire joujou, je dirais, des choses qu'on connaît très bien au laboratoire, c'est-à-dire que comme on a quelque chose dont la surface ressemble à de la silice, on peut greffer ce système avec des fonctionnalités organiques. Si on met des ammoniums et qu'on injecte par la veine de la queue de la souris, tout de suite, on va avoir une accumulation dans le poumon, simplement parce qu'au niveau du poumon, vous avez énormément de capillaires négatifs et que vous allez forcément, par des interactions bêtement électrostatiques, fixer vos systèmes sur le poumon. Si vous vous mettez avec des systèmes anioniques, je ne vous montre pas la photo, mais vous pouvez me croire, mais l'essentiel va aller dans le foie. Alors bon, si vous voulez faire un peu de masquage, c'était la leçon de la dernière fois, vous utilisez le masquage de base, je dirais le plus simple. Vous pégilez votre surface, et à ce moment-là, vous augmentez le temps de vie de circulation des nanoparticules. Vous avez une image qui est beaucoup plus globale, vous voyez.
vous ralentissez le phénomène d'opsonisation. Je vous rappelle, l'opsonisation, c'est simplement la récupération par les cellules de défense, les macrophages, des corps étrangers que vous injectez. Hein. Donc ça, c'est une approche. Donc maintenant, je finis l'exposé en vous parlant d'oxydes qui sont intéressants pour les propriétés magnétiques, hein, donc des oxydes de fer, que ce soit la magnémite en gamma Fe2O3 ou la magnétite, qu'on peut arriver aujourd'hui à contrôler au niveau de la stabilité, au niveau de la taille. Je vous avais montré un certain nombre d'exemples l'an dernier utilisant ce genre de matériaux, et je vous en ai montré également dans le dernier cours, lorsque je vous ai parlé des téranosomes. Donc ces systèmes peuvent être utilisés d'une part pour l'imagerie médicale, on peut même les coupler avec d'autres types d'imagerie, pour les thérapies, hein, et en particulier via l'hyperthermie ou via finalement l'échauffement d'un système qui aurait le bon goût de relâcher le principe actif qui fond en fait à une certaine température. Ça, je vous ai montré un exemple les autres années. Et puis également, ça peut être utile, ces particules magnétiques, pour faire du contrôle, de l'analyse et pour faire du suivi finalement du cell trafficking. Alors, quelques exemples. Ça, ce sont des systèmes qui sont commerciaux. Donc, je ne vous parle pas de choses... Ça, c'est commercial. Vous avez différentes sociétés. En général, ce sont des oxydes de fer superparamagnétiques, donc de petite taille, qui sont plus ou moins rendus hydrophiles avec différents polymères hydrophiles, soit des sucres, soit du polyéthylène glycol standard. Vous voyez les tailles en fait, de ces systèmes-là. Ça peut aller, je dirais, de 3 à 6 nanomètres à la centaine de nanomètres. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ces systèmes-là peuvent être commercialisés sous forme d'agrégats protégés avec ces polymères. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que finalement, ça donne des résultats assez intéressants au niveau, par exemple, de l'imagerie RMN, hein, l'IRM. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est une IRM du réseau sanguin de lapin. Donc, et c'est tellement bien résolu que vous voyez même les tout petits vaisseaux sont visibles avec ce genre d'image. Hein. Donc ça, c'est un des intérêts de la RMN. Un autre exemple d'IRM, en fait, c'est la recherche de cellules cancéreuses au niveau du foie. Donc je vous rappelle qu'en général, quand vous mettez une particule, vous avez une réaction d'opsonisation, donc c'est les protéines qui se collent, et puis en fait, ensuite, il y a une reconnaissance par les récepteurs, et puis elles sont récupérées par les macrophages, qui sont les cellules du système immunitaire. Ça, je suis revenu plein de fois là-dessus. Mais le problème, c'est que les tumeurs malignes et métastases sont diminuées justement de ces spécialistes, de ces macrophages spécialistes qui sont les cellules de Kupfer. Donc ce que vous allez voir ici, vous voyez une IRM du foie non traitée. Donc vous voyez des parties blanches ici. On peut se dire, bon, il y a sans doute une tumeur. Donc maintenant, on fait le test avec l'agent de contraste. Et clairement, en fait, les zones saines ont accumulé les nanoparticules et deviennent noires parce qu'en fait, je vous rappelle que c'est ce que on a vu l'an dernier, la réponse des oxydes de fer, c'est une réponse en T2, c'est un hyposignal qu'on récupère, donc ça a tendance à noircir finalement l'image. Mais là, vous voyez très clairement que la tumeur, et sans ambiguïté, elle se trouve ici. D'accord ? Alors l'avantage, vous voyez, donc c'est justement la résolution que vous réussissez à avoir. Et puis quand vous le couplez, je vous ai montré ça l'an dernier avec d'autres méthodes comme le TEP ou la fluorescence, eh bien, au niveau de la résolution spatiale, vous pouvez moduler. En fait, il y a beaucoup de nouveaux vecteurs dans lesquels les gens essayent de coupler l'information magnétique au niveau d'une sonde pour l'IRM et puis un autre type d'imagerie. Alors, également, l'utilisation de particules magnétiques, lorsque vous les soumettez à un champ magnétique alternatif, vous les faites bouger soit au niveau physique, c'est-à-dire que la particule bouge, c'est ce qu'on appelle le mouvement brownien, soit finalement c'est le système de spin à l'intérieur de la particule que vous faites bouger. Les deux, en fait, ont une contribution à l'échauffement. Tout ça, ça coûte et ça crée de la chaleur. D'accord ? Et donc, quand vous soumettez ce genre de particules à un champ magnétique alternatif, vous avez un phénomène d'échauffement. Évidemment, il faut calibrer les champs et les fréquences pour éviter l'électrostimulation neuromusculaire. Hein. Si vous avez une IRM et que vous êtes comme ça ne vous fera pas plaisir. Hein. Également, qu'il faut avoir une pénétration suffisante dans le corps.
Et puis, il faut que ça soit un temps de réponse raisonnable. Hein. Des séquences d'1 heure, à mon avis, c'est déjà très limite. Il faut que ça soit beaucoup moins que ça. Alors, pourquoi c'est intéressant, cette hyperthermie avec les nanoparticules? Parce que, par exemple, en oncologie, vous pouvez en fait traiter des tumeurs par d'autres modes de chauffage. Un liquide chaud, des micro-ondes, des ultrasons. Mais dans ce cas-là, vous voyez, vous irradiez à ce niveau-là, et en fait, vous avez très clairement une limite de traitement thérapeutique qui ne vous prend pas l'ensemble de la tumeur, par contre, une limite d'irradiation qui est largement élargie. Donc ça veut dire que vous soignez la tumeur et vous tuez tout le reste autour. Donc ça pose un problème. Par contre, vous pouvez utiliser des systèmes, je dirais, macroscopiques par fibre optique ou par antenne. Et dans ce cas-là, vous voyez ce que ça donne? Si ça veut bien, voilà. C'est mieux, mais vous avez toujours à nouveau, entre la limite du traitement thérapeutique et la limite de radiation, vous avez toujours en fait une zone qui est très diffuse. Par contre, lorsque vous utilisez des systèmes à l'échelle nanométrique, d'une part, vous pouvez cibler la tumeur relativement facilement avec, je dirais, des agents de reconnaissance. Vous avez très peu d'hétérogénéité de température et votre traitement, vous voyez, il est local. Donc vous pouvez vraiment cibler, je dirais, le traitement peut être plus propre. Donc ça, je passe dessus. Alors pour finir, bon, voilà, ce que vous voyez ici, ce sont des nanoparticules magnétiques avec un S, pardon, pour la destruction des cellules cancéreuses, hein, qui ont été testées sur souris. Alors ce que vous voyez ici, c'est une souris avec un cancer qui a été traitée avec 3 irradiations de champs magnétiques alternatifs de 30 minutes sans nanoparticules. Hein. 0 jours, 7 jours, 21 jours, 4 semaines, tout le monde est mort. Nanoparticules d'oxyde de fer, c'est de la magnétite, enrobé, vous voyez, avec un polymère. 3 irradiations, même chose, hein, de 30 minutes, même dose, etc. 0 jours, 7 jours, 21 jours, au moins 4 semaines de survie. Puis voilà, donc clairement, vous avez un effet au niveau du traitement de la tumeur. Et voilà, bon, ça c'est d'autres exemples qui ont été faits sur des animaux un petit peu plus gros, des hamsters. Ça c'est un hamster non traité au bout de 20 jours, avec un ostéosarcome. Champ magnétique appliqué avec de la magnétite colloïdale, 3 mg, enrobé dans des liposomes. Le même hamster traité au bout de 20 jours, enfin 42 degrés en 10 jours. Décroissance, rien qu'en 10 jours, vous avez une décroissance de la tumeur d'un facteur 1000. Hein. Donc voilà, j'ai terminé ma leçon en vous disant que ces approches nanomatériaux, nanomédecine, il y a indépendamment des applications dans d'autres domaines. Si je me focalise uniquement sur la nanomédecine, vous avez beaucoup de pour. Hein. Bon, vous avez des matériaux prometteurs, hein, c'est pour certains traitements anti-cancer, antioxydants, médecine régénérative, également pour la sélection de macromolécules. Vous avez du contre, c'est-à-dire que ça peut jouer sur les phénomènes d'immunorégulation, dégradation d'organes, stress oxydant, altération neuronale. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le moment de faire des investissements importants si on ne veut pas être une superbe réserve indigène des autres pays, un grand Disneyland, donc pour mieux comprendre et mieux maîtriser ces systèmes. Donc voilà, j'ai fini ma leçon pour aujourd'hui, j'ai dépassé, mais moins que les autres fois. Donc je vous rappelle qu'il y aura un colloque le 17 mars 2015 où vous entendrez des collègues qui viennent de l'étranger, des collègues également qui viennent d'autres universités, et puis quelques collègues du laboratoire qui vous montreront finalement leurs dernières avancées dans le domaine qui concerne l'interface entre la biologie médecine et les nouveaux matériaux. Et je vous remercie pour votre attention.